7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin François Fillon. Bonjour François Fillon. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio à quelques jours, on l'a vraiment à 4 jours du premier tour de la primaire, mais l'info politique de ce mercredi, c'est la candidature à la présidentielle d'Emmanuel Macron qui vient éclipser quelques heures, d'ailleurs le scrutin de dimanche. C'est une candidature de plus pour rien ou c'est un homme, un trublion qui va être capable de faire turbuler le système, comme on dit? D'abord, c'est pas une surprise, j'ai jamais pensé qu'Emmanuel Macron marchait pour le Téléthon. Donc tout le monde savait qu'il allait être candidat. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, il faut retenir la date du 16 novembre. C'est une date historique. C'est la fin du quinquennat de François Hollande. Voilà. C'est Brutus qui non tue César. seulement François Hollande est en situation d'échec politique sur beaucoup de sujets, mais ça c'est la fin. C'est l'homme le plus proche de lui, celui qui a conçu son programme économique, qui par ailleurs d'ailleurs est cause de beaucoup de difficultés et de catastrophes dans le pays. Il y avait deux hommes qui étaient à l'origine du programme économique de François Hollande. Il y avait Emmanuel Macron et Monsieur Cahuzac. C'était les deux conseillers économiques de François Hollande. Le fait qu'il le quitte aujourd'hui, c'est pour François Hollande la fin de son autorité. On a un président de la République qui a plus d'autorité sur le gouvernement. Qui ne va pas se représenter du coup? Je n'en sais rien, mais qui a plus d'autorité sur la gauche. Et moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on va aller jusqu'à l'élection présidentielle dans une situation comme celle-là, d'autant qu'on va voir arriver d'autres candidatures à gauche, celle sans doute du Premier ministre. Et ça nous donne, nous, je pense, une responsabilité particulière, celle de conduire nos débats avec dignité et surtout de mettre en place un programme de redressement national. Alors vous parlez de l'effet produit sur la gauche, mais il a quelque chose que vous n'avez pas, vous au sens très large, tous les candidats aujourd'hui à la présidentielle, c'est quand même l'incarnation du renouveau. Il bénéficie de la prime au nouvel entrant. Oui, enfin, je pense que la prime au nouvel entrant pour élire un président de la République, on l'a vu d'ailleurs dans la primaire de la droite, je ne pense pas que ça soit un avantage déterminant. Aux États-Unis, même si Donald Trump a 70 ans... la présidence de la République française. Voilà, la République française. Vous pensez que c'est différent? Oui, je pense que c'est différent. Je pense que la fonction de président de la République en France est une fonction qui doit à la fois à la monarchie et à la République. C'est comme ça, c'est l'histoire. On peut être critique sur cette institution, mais c'est la réalité. Et ma conviction, c'est que les Français ne confieront pas leur destin à quelqu'un qui n'a aucune expérience et surtout qui n'a rien démontré pour le moment. Peut-être qu'il va le faire, mais pour le moment, en dehors des autocars, on n'a rien vu. Oui, mais on a le sentiment aujourd'hui que dans l'opinion, justement, l'expérience ne paye plus. Que l'expérience, une partie de l'opinion la soupçonne finalement de ne vouloir asseoir que sa longévité, d'une certaine façon. Méfiez-vous de vos analyses d'opinion. Voilà, je pense que c'est... On va en reparler. Il fait plus de mal à la gauche ou à la droite? Il fait du mal à la gauche, bien sûr, parce qu'il sera quand même le candidat de la gauche. Et à la droite? Non, je pense qu'il peut mordre à la marge sur le centre, mais je ne crois pas. Et donc, dans le cadre de la primaire aussi? Est-ce que d'ailleurs sa candidature aujourd'hui n'est pas un hasard par rapport à la primaire? C'est certainement pas un hasard. Il a choisi ça pour avoir le maximum de visibilité. Ce qui montre d'ailleurs qu'il est dans une démarche qui est très médiatique, très organisée. Mais ça n'aura pas de conséquences sur la primaire. C'est comme l'élection de Trump n'a pas de conséquences sur la primaire à droite. Les électeurs français sont pas des enfants, sont pas des gens qui changent d'avis le matin parce que un éditorialiste leur a dit qu'il fallait changer d'avis. Ils sont beaucoup plus sages et beaucoup plus sérieux que ça. Vous ne pensez pas du tout qu'il peut, par exemple, dissuader des centristes d'aller voter pour Alain Juppé dimanche, ce qui vous servirait, donc pourquoi pas? Non, je ne le crois pas. Vous ne le croyez pas du tout. Vous aimez faire des surprises dans la vie, François Fillon? Non, je vous demande ça plus sérieusement. C'est agréable de passer du statut de quatrième dans les sondages de la primaire à un potentiel vainqueur de la primaire. C'est une surprise pour vous, mais ça l'est pas pour moi. C'est ça le problème, c'est que vous reconnaîtrez que je vous dis depuis des mois et des mois que ces sondages n'ont pas beaucoup de sens et que la primaire commencera au moment où les candidats viendront s'exprimer devant les Français, présenteront leur projet, c'est-à-dire depuis la mi-septembre. Bon, et ben c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les sondages qui n'avaient pas de sens hier en ont aujourd'hui. J'ai toujours eu beaucoup de distance avec les sondages, j'en ai autant quand ils montent, mais je dis simplement que plus vous vous approchez de l'élection, plus vous avez un corps électoral qui se manifeste, vous avez des Français qui s'intéressent à la primaire, et vous avez des candidats qui, dans les débats à la télévision, apparaissent comme ceux qu'ils sont, et non pas seulement comme la communication qu'ils ont choisie. Et donc, c'est vrai que les sondages sont plus justes à 8 jours de la primaire qu'à 6 mois. Et alors, je
disais potentiel vainqueur de la primaire, c'est vrai qu'il y a un sondage Opinion West ce matin, qui vous place à égalité avec Nicolas Sarkozy au premier tour à 25, 8 points derrière Alain Juppé. Mais pour la première fois, sauf erreur, vous êtes testé pour le deuxième tour, et là, vous casseriez la baraque, comme vous l'annonciez de vouloir le faire fin août, c'est-à-dire que vous gagnez à tous les coups. Pour une raison simple, c'est que les Français voient bien qu'ils ont le choix entre un candidat, Nicolas Sarkozy, qui leur propose un retour en arrière et qui a déjà été président de la République. Et j'ai toujours pensé que c'était très difficile dans notre pays, quelles que soient par ailleurs les qualités des personnes, de redevenir président de la République après avoir été battu. Et on a de l'autre côté un candidat qui a choisi une extrême prudence, qui a un programme qui globalement va dans le bon sens, mais qui va pas suffisamment loin pour redresser les choses. Voilà. Alors, il vous critique, Alain Juppé, à votre place, lundi matin, écoutez ce qu'il disait sur votre annonce de 600 000 fonctionnaires en moins. J'ai vu 600 000 suppressions de fonctionnaires en 5 ans. C'est tout juste pas possible. Il y aura 570 000 départs à la retraite pendant 5 ans. On ne recrute absolument personne dans la fonction publique. Je ne connais aucun organisme qui puisse vivre sans apport de 109 pendant une période aussi longue. On ne peut pas ne pas avoir du 109 dans la fonction publique pendant 5 ans, ça s'entend. Je suis très touché de l'attention que tout d'un coup M. Juppé porte à mon programme. D'abord, je ne propose pas de supprimer 600 000 emplois, mais 500 000. 600 000, c'est un chiffre qui figurait dans un livre que j'ai publié il y a un an. Que beaucoup de gens ont lu, donc il fait référence. 600 000. Il y a un programme qui a été publié depuis, et dans ce livre, si vous l'avez lu, vous auriez vu que j'indiquais que 600 000 suppressions d'emplois, ça correspondait au passage de 35 à 39 heures. C'est l'équivalent du passage de 35 à 39 heures. Aujourd'hui, je propose 500 000. Contrairement à ce que M. Juppé dit, il n'y a pas 550 000 départs à la retraite, il y a 120 000 départs à la retraite par an de fonctionnaires et 100 000 fins de contrat, parce que je parle des emplois publics, naturellement. Donc ça veut dire que en faisant 1 sur 2, on arrive bien aux 500 000 que je propose, et moi, je suis le seul à pouvoir... C'est pas ce qu'il dit, excusez-moi, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, s'il y en a 500 000 qui partent, peut-être c'est possible de façon comptable, mais du coup, on recrute personne. On gèle les recrutements. Je dis, Madame Martichoux, je dis qu'il y a 120 000 plus 100 000 fins de contrat par an, donc ça fait pratiquement 1 million de départs, donc 500 000, c'est la moitié, c'est 1 sur 2, c'est ce que nous avons fait avec Nicolas Sarkozy dans le mandat précédent. Et j'ajoute que moi je peux le faire parce que je propose le passage à 39 heures. C'est la clé de la réduction du nombre de fonctionnaires, c'est l'augmentation du temps de travail, c'est d'ailleurs la clé du redressement de notre pays d'une manière générale. En tout cas, signe que la menace est prise au sérieux par vos adversaires, ils vous attaquent de plus en plus. Il y a cette attaque d'Alain Juppé, il y a aussi celle de Nicolas Sarkozy, toujours à votre place hier matin, sur votre proposition de hausse de TVA de 2 points. Une forme de purge pour les Français qui sortent d'un quinquennat Hollande pendant lequel ils ont été suffisamment accablés d'impôts, dit Nicolas Sarkozy, pour pas qu'on en rajoute. 2 points de TVA en plus. Nicolas Sarkozy connaît trop bien ces sujets pour savoir que il caricature les choses. Je baisse les impôts. Je baisse de 50 milliards les charges qui pèsent sur les entreprises et sur les salariés. Et sur les salariés. Les salariés, c'est aussi des ménages. Je remets les allocations familiales pour tout le monde, j'augmente le plafond du quotient familial et j'augmente de 2 points la TVA. Et cette proposition, elle montre bien que mon programme est le seul qui puisse redresser le système économique. Parce que M. Sarkozy, comme il ne veut pas toucher à la TVA et qui veut baisser les impôts pour tout le monde, en fait, il baisse les charges des entreprises de 17 milliards. Il baisse les charges des entreprises, si on prend le CICE qui existe déjà, de 17 milliards. Contre les 50 milliards que je propose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la baisse de charge de M. Sarkozy est plus faible que celle que M. Hollande aura pratiquée dans son quinquennat. C'est pas comme ça qu'on va redresser l'économie française. C'est ce que vous lui direz demain au débat. Je disais, vous êtes la cible systématiquement. Vous attendez d'abord à être attaqué, d'être... c'est possible, mais moi, ça ne me détournera pas de ma stratégie qui consiste vous à répondrez parler aux Français. À parler aux Français, c'est pas coup sur coup. Je parle aux Français, je leur présente mon projet. Je démontre que ce projet est cohérent. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, la plupart des observateurs, y compris mes concurrents, disaient que ce projet était cohérent. Ils s'en sont d'ailleurs beaucoup servis pour construire le leur. Tout d'un coup, ils s'énervent un peu. C'est signe sans doute que je dois leur faire peur. Jean-François Copé, Jean-Pierre Raffarin s'en prennent aussi au fait que vous avez été Premier ministre, que donc vous avez été solidaire de la première minute à la dernière minute de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé ajoute hausse d'impôts, baisse du nombre de fonctionnaires, ça nous a coûté la victoire de la gauche. Lui aussi, il va pas vous épargner demain. Monsieur Copé a été pendant toute cette période le président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, sans lequel on ne peut voter aucune réforme. Il est donc totalement comptable, comme moi, des réformes qui ont été conduites. Preuve que vous pensez être qualifié pour le deuxième tour, vous avez réservé, nous a dit Pauline de Saint-Rémy tout à l'heure dans ses confidentiels, 2 salles la semaine prochaine pour votre campagne?
Il faut être prêt pour toutes les options. Donc vous y croyez, vous serez vainqueur de cette primaire de la droite. Au second tour. Après, il faudra gagner le second tour, mais je vous ai toujours dit que second tour face à. Je n'en sais rien. C'est les Français qui choisiront. Vous êtes un des rares responsables politiques à ne pas avoir poussé des cris d'orfraie le jour de l'élection de Donald Trump. Vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes un des rares. Comment jugez-vous les premiers pas du président élu ? Pour l'instant, honnêtement, c'est un peu confus, donc je peux pas juger grand-chose. Pourquoi j'ai pas poussé de cri d'orfraie ? Parce que je trouve que la politique américaine est assez mauvaise, en tout cas la politique étrangère, avant que M. Trump arrive. C'est pas M. Trump qui a envahi l'Irak, c'est pas M. Trump qui a voulu mettre des missiles antimissiles à la frontière de la Russie alors qu'il n'y en avait pas besoin. C'est pas M. Trump qui fait que la justice américaine se mêle en permanence de la vie des entreprises françaises ou européennes. Donc voilà, je trouve que la politique est mauvaise. Est-ce que M. Trump fera mieux ou moins bien ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il sera le président comme le candidat, comme il a été candidat, ou est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur le fait qu'il va un peu se ranger des voitures Je pense que dans le système démocratique américain, qui est un vieux système démocratique très très puissant, M. Trump devra composer avec toute une série de forces et ça devrait en principe le recentrer. Une dernière question, je reviens à votre campagne. Pénélope Fillon, hier, c'est exceptionnel, a fait une réunion publique, c'est extrêmement rare. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'elle se prépare à son rôle de première dame ? Non, elle m'accompagne dans la vie politique depuis 30 ans. Elle est conseillère municipale dans son village, dans le village dans lequel nous habitons dans la Sarthe. Elle fait ça avec une extrême discrétion et beaucoup d'humilité. Et je vous assure que vous ne la verrez pas sur les écrans de télévision et faire campagne. Elle porte un témoignage dans le cadre d'un mouvement qui a été créé d'ailleurs sur les femmes, femmes autour de ma candidature. On la reverra plus la semaine prochaine ? Elle prendra la parole. Je ne dis pas que vous ne la reverrez pas, mais en tout cas, elle a dit que c'est la première fois que François est candidat. On est resté un petit peu perplexe. Candidat à l'élection présidentielle, oui, ça vous a pas échappé. Candidat à l'élection présidentielle. Elle a fait beaucoup de campagnes avec moi, mais toujours dans l'ombre. Merci beaucoup François Fillon d'avoir été notre invité ce matin dans le studio d'RTL. La candidature d'Emmanuel Macron marque la fin du quinquennat de François Hollande et les Français ne confieront pas leur avenir à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, vient de nous dire. Il y a quelques instants, François Fillon qui confirme par ailleurs la suppression de 500 000 fonctionnaires sur l'ensemble d'un éventuel quinquennat. L'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. 7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin François Fillon. Bonjour François Fillon. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio à quelques jours, là vraiment à 4 jours du premier tour de la primaire. Mais l'info politique de ce mercredi, c'est la candidature à la présidentielle d'Emmanuel Macron qui vient éclipser quelques heures. D'ailleurs, le scrutin de dimanche, c'est une candidature de plus pour rien ou c'est Brutus qui tue César ? Non seulement François Hollande est en situation d'échec politique sur beaucoup de sujets, mais ça, c'est la fin. C'est l'homme le plus proche de lui, celui qui a conçu son programme économique, qui par ailleurs d'ailleurs est cause de beaucoup de difficultés et de catastrophes dans le pays. Il y avait 2 hommes qui étaient à l'origine du programme économique de François Hollande. Un homme, un trublion, qui va être capable de faire turbuler le système, comme on dit. D'abord, c'est pas une surprise. J'ai jamais pensé qu'Emmanuel Macron marchait pour le Téléthon. Donc tout le monde savait qu'il allait être candidat. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, il faut retenir la date du 16 novembre. C'est une date historique. C'est la fin du quinquennat de François Hollande. Voilà. Il y avait Emmanuel Macron et Monsieur Cahuzac. C'était les 2 conseillers économiques de François Hollande. Le fait qu'il le quitte aujourd'hui, c'est pour François Hollande la fin de son autorité. On a un président de la République qui a plus d'autorité sur le gouvernement. Qui ne va pas se représenter du coup ? Je n'en sais rien, mais qui a plus d'autorité sur la gauche. Et moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on va aller jusqu'à l'élection présidentielle dans une situation comme celle-là, d'autant qu'on va voir arriver d'autres candidatures à gauche, celle sans doute du Premier ministre. Et ça nous donne, nous, je pense, une responsabilité particulière, celle de conduire nos débats avec dignité et surtout de mettre en place un programme de redressement national. Alors vous parlez